Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la suite de cette table ronde sur le Paris Air Forum. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Éric Béranger, président directeur général de MBDA, Nicolas Chamussy, directeur général de Nexter, Cédric Perrin, sénateur, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, et Pierre-Éric Pommelet, président directeur général de Naval Group. Alors, pendant l'heure à venir, on va donc aborder la question de la souveraineté des industries de défense, en essayant de répondre à la question suivante, qui était comment la France peut-elle renforcer sa souveraineté ? Depuis maintenant 3 ans, le Covid-19 a durablement impacté l'économie mondiale et plus récemment, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes de la géopolitique. Ces deux événements majeurs ont révélé certaines limites de la mondialisation en termes d'approvisionnement, que ce soit pour les métaux rares, les composants électroniques ou encore les matières premières. Et la crise ukrainienne signe également la fin des fameuses dividendes de la paix et le retour du concept de guerre à haute intensité, qui exige par ailleurs une hausse des stocks de munitions, de pièces de rechange ou encore de matériel opérationnel. On va donc explorer les impacts de ces événements majeurs sur les industries de défense et interroger le concept de souveraineté. On va partager cette table ronde en 3 temps. D'abord, les questions d'approvisionnement qui sont les plus prégnantes. Ensuite, la question de la taxonomie et de l'impact sur la souveraineté. Et enfin, la coopération et les exportations peuvent-elles être ou non un frein ou des moteurs pour la souveraineté. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander à chacun, en 1 minute chrono, de définir ce qu'est pour vous la souveraineté. Peut-être que vous voulez... Allez-y. Monsieur le sénateur, si vous voulez commencer. Allez-y. Écoutez, merci. Ravi de participer à cette table ronde. On va essayer d'être à la hauteur de l'événement et de la présence de mes collègues. D'abord, vous dire que, évidemment, le sujet est quasiment philosophique. Je pense que c'est surtout et essentiellement pour le définir, la capacité à décider tout seul et à être en capacité de prendre des décisions sans avoir une pression de pays à qui on devrait quelque chose. Pour être très très simple, je pense qu'il y a 3 points qu'il est important de souligner. C'est d'abord notre capacité évidemment à travailler en commun avec un certain nombre de partenaires, nous des alliances, et je crois que c'était le président d'MBDA qui, au Sénat la semaine dernière, a défini, je trouve, très bien ce sujet. Alors, je voudrais pas défleurer ou en tout cas anticiper sur ce qu'il va dire, mais il y avait la question, évidemment, de nouer des alliances avec nos partenaires, être capable d'avoir une armée qui soit efficace, et puis lui donner les moyens de l'être, et donc d'avoir, pour ce faire, une BITD qui soit à la hauteur des attentes de nos armées, pour pouvoir, je pense en tout cas, assumer les politiques qui sont mises en œuvre. Et là, je rejoindrai rapidement ce que disait le chef d'état-major sur la guerre de haute intensité. C'est-à-dire que, et d'ailleurs l'Ukraine nous a montré combien il avait raison, c'est-à-dire que quand on n'est plus en capacité de gagner cette guerre avant la guerre de l'immatériel, du cyber, etc., eh bien il faut aller dans une guerre de haute intensité, il faut avoir la masse, et je crois que pour avoir la masse, il faut avoir la souveraineté et être capable d'être indépendant. Voilà, je résumerai ça, les choses un peu comme ça pour être en plein dans le sujet. Monsieur Pommelet. Oui. Alors on va essayer de ne pas dire la même chose, mais peut-être juste rajouter une notion de la souveraineté, qui est la notion de durée. C'est d'être capable d'avoir une indépendance de décision, et finalement dans notre domaine qui est celui de la défense, d'apporter à nos forces armées et donc au pouvoir politique derrière les moyens dont il a besoin pour assurer la souveraineté de notre nation, mais l'assurer dans la durée. Et je trouve qu'on ne l'évoque pas assez. La souveraineté à un instant donné, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Ce qui compte, c'est la souveraineté sur les mois et les années. Je donnerai peut-être des exemples sur cette durée et ce temps long qui est absolument inhérent. Donc capacité d'autonomie, capacité d'indépendance dans les décisions, dans la durée, pour assurer à notre nation finalement la souveraineté dont elle a besoin. Alors effectivement, il ne faut pas qu'on respecte tous la même chose. Je commencerai peut-être par finalement à quoi ça sert la souveraineté. En tout cas pour moi, la souveraineté, c'est ce qui permet à une nation, à un groupe, de décider, de choisir son modèle sociologique, de choisir ses modes de vie,
de vraiment décider de la façon dont on veut vivre ensemble, en toute indépendance. Après, oui, ce que j'ai dit la semaine dernière au Sénat, c'est que pour moi, la souveraineté, c'est une liberté d'appréciation, ce qui suppose certains moyens technologiques, par exemple des satellites d'observation, dans certains cas. C'est ça qui nous a évité d'aller faire une guerre qui n'était pas justifiée au Moyen-Orient. C'est une liberté de décision, pouvoir s'affranchir de toute pression extérieure et de pouvoir décider vraiment par nous-mêmes de ce que nous choisissons de faire, que ce soit d'un point de vue sociologique ou autre. Et puis ensuite, une liberté d'action. Et pour ça, je pense que cette souveraineté, elle repose sur un triptyque. Elle repose, ce triptyque, c'est une diplomatie, pour déployer finalement la politique étrangère de la France, nouer des alliances, faire ce qu'on a décidé de faire. C'est des forces armées, parce que quelquefois il faut également appuyer cette diplomatie, et c'est une base industrielle technologique de défense sans laquelle les deux premières pourraient se retrouver fort démunies dans certains cas. Et cette BITD, elle doit tenir effectivement dans la durée, je suis complètement d'accord avec Pierre-Éric. En quatrième, c'est encore plus compliqué, évidemment, mais tout ce qui a été dit, évidemment, j'y souscris absolument. La capacité de décider, et de décider en particulier sur le choix de la manière dont, s'agissant de nos industries de défense, dans lesquelles on va développer, produire, soutenir les matériels. Est-ce qu'on veut le faire sur une base nationale, ce qui n'est pas forcément absolument indispensable, mais au moins avoir la capacité de le décider. Oui ou non, on se repose impérativement sur une base nationale. Et puis, comme Pierre-Éric et Éric l'ont dit l'un et l'autre, de durée. On le voit bien dans la configuration actuelle où il y a évidemment beaucoup de sollicitations pour des matériels, et on imagine malheureusement que ça ne sera pas simplement pour quelques jours ou pour quelques semaines. Sommes-nous bien organisés? Avons-nous bien la capacité souveraine de décider et de produire et de soutenir nos forces pendant des durées qui peuvent être très longues? Je crois que c'est des critères très, très, très forts en matière de souveraineté. Alors, le Covid a mis en exergue aussi la résilience, mais également la fragilité des industries de défense, notamment sur les chaînes d'approvisionnement de matières premières telles que l'acier, par exemple. C'est quelque chose qui vous a particulièrement occupé, Monsieur Pommelet? Alors merci de commencer par l'acier, parce qu'effectivement, c'est une matière première extrêmement importante pour Naval Group. Quand on fait des bateaux, et en particulier des bateaux de guerre, qu'ils soient sous-marins, bâtiments de surface ou porte-avions, ils sont en grande partie constitués d'acier. Mais, et on a beaucoup parlé de difficultés d'approvisionnement, de rupture de souveraineté d'approvisionnement. Bon. Pour être tout à fait franc, aujourd'hui, il n'y a pas de rupture dans ce domaine-là. On a craint, alors pas tellement pendant le Covid d'ailleurs, hein, là, plutôt mes collègues parleront des approvisionnements de composants qui ont été une difficulté, qui restent toujours une difficulté. Mais c'est vrai que la guerre en Ukraine a mis en exergue l'approvisionnement, les difficultés d'approvisionnement sur certaines chaînes de matières premières. Et si vous citez l'acier, c'est vrai qu'on a eu peur. On a eu peur parce qu'on a vu les cours augmenter de manière extrêmement rapide. On a vu les délais s'allonger. On a vu les offres de nos fournisseurs ou des stockistes devenir extrêmement courtes en termes de validité. Voilà, donc on a eu peur. Mais on n'est pas face à une rupture d'approvisionnement. On n'est pas face à une augmentation du prix de la matière première sous fond d'inflation généralisée. Mais pas sous forme de rupture. Et je parle pour Naval Group, mais je pourrais parler aussi pour la filière industrielle navale française. Aujourd'hui, on est donc confronté à cette problématique d'inflation qui pose une problématique de souveraineté aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire notre capacité à faire des prix et à s'engager sur le long terme. Mais on n'est pas sur une rupture, alors même si, évidemment, un certain nombre de nos fournisseurs ou des fournisseurs de l'acier s'approvisionnent ou s'approvisionnaient en Russie et en Ukraine, pour certains éléments de la fabrication des tôles. Il y a dans ce domaine-là des filières françaises et des filières européennes qui tiennent bon. Et en particulier pour nos aciers spéciaux. Vous imaginez ceux que l'on peut utiliser pour des coques de sous-marins ou pour des matières extrêmement particulières dans le cadre de l'industrie nucléaire, des chaufferies nucléaires.
on a des filières françaises, européennes, souveraines, qui fonctionnent et qui sont capables de nous approvisionner. Voilà. Donc sur ce terrain tout particulier de l'acier, on a eu peur parce que les prix ont augmenté, on a eu peur parce que les délais s'allongent, mais aujourd'hui on a une filière qui tient et qui devrait tenir sur le long terme. Après, c'est vrai que pour cette matière première-là, la défense est un utilisateur, mais certes modeste, par rapport à d'autres filières industrielles, et même dans le domaine naval, la défense navale est un utilisateur modeste, donc on n'est pas du tout face à une crainte de rupture. Bon, j'aurais pu parler d'autres matières premières, le titane par exemple, qui est aussi une matière qu'on utilise dans le domaine naval, mais là, qui est extrêmement utilisé ou très fortement utilisé dans d'autres filières, en particulier l'aéronautique. Et donc là, l'objectif pour nous, domaine naval et domaine naval de défense, c'est plutôt de se mettre dans des mutualisations et dans des capacités à soit réinternaliser, soit développer des filières souveraines, ou des filières plus souveraines, je dirais, mais nous, avec les autres. Voilà, en quelques mots, en tout cas pour répondre à votre question très rapide sur l'acier et la situation qu'on vit en ce moment, c'est surtout le sujet de l'inflation et de l'augmentation du prix qui peut nous préoccuper pour les mois et les années à venir. Et alors, du côté de MBDA, est-ce que la problématique était, par exemple, plutôt du côté des composants électroniques, la fourniture en composants électroniques, qui va de pair aussi avec la montée en cadence des munitions complexes type MDCN? Donc, je ne parlerai pas trop du MDCN, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, depuis maintenant plusieurs mois, mais pas seulement lié à ce qui est en train de se passer en Ukraine, on a également eu la crise du Covid, qui a complètement désorganisé les chaînes de production et les circuits logistiques. Donc ce sont des sujets sur lesquels nous faisons très très attention depuis maintenant plusieurs mois, même plusieurs années. Et dans le domaine des composants, c'est un petit peu ce que décrivait Pierre-Éric sur l'acier, c'est-à-dire qu'on a vu des délais s'allonger. Pour certains composants, on est passé très rapidement de 12 mois à 36 mois, par exemple, en délai d'approvisionnement. Et puis dans certains cas, les gens ne veulent pas s'engager sur des délais de façon ferme, ou en tout cas de façon très, très sporadique. Ils sont disposés à prendre un engagement pendant très très peu de temps, puis après le marché disparaît. Et puis on voit des prix fortement évoluer, mais je dirais du fait du travail accompli et également de quelques stocks que nous constituons, pour l'instant, nous arrivons à gérer ça et nous n'avons pas de rupture. Et alors, du côté de chez Nexter? Eh bien, alors, on consomme beaucoup moins d'acier, on consomme beaucoup moins de tout d'ailleurs, mais beaucoup plus d'aluminium et un petit peu de titane. Mais mutatis mutandis, les problèmes sont exactement les mêmes. Donc, c'est une contraction de la disponibilité des matériaux, que ce soit des matières premières et des composants électroniques, renforcés par le fait que finalement, les industries qu'on représente ici consomment une fraction epsilonesque de l'ensemble des composants électroniques qui sont consommés dans le monde entier. Donc finalement, on joue pas dans le game, comme diraient nos enfants. On est des non-existants. Et le deuxième effet, c'est l'augmentation massive des prix, couplée avec, comme Pierre-Éric le rappelait, des modes de fonctionnement des fournisseurs qui deviennent complètement inhabituels. On reçoit des offres valides 24 heures. Et il faut se décider sur des montants assez significatifs pour acheter des tonnes et des centaines de tonnes de matériaux. Il faut se décider en quelques heures, finalement. C'est bien ça dont on parle. Ça conduit d'ailleurs à des modes de fonctionnement un petit peu nouveaux. On va chercher des composants électroniques par des canaux qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, des canaux un petit peu nouveaux. Et puis, comme Éric le rappelait, on a constitué des stocks plus qu'on ne voudrait le faire, parce qu'un stock, ça a une valeur, évidemment. Donc, on le fait beaucoup plus que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Il y a un deuxième effet qui impacte sur je ne sais pas si c'est lié à l'une ou l'autre de ces crises, mais il y a un impact sur la raréfaction des ressources humaines aussi. C'est très bien d'avoir de la matière première, c'est très bien d'avoir des machines-outils, c'est très bien d'avoir des locaux, mais si on n'a pas les ressources disponibles, le problème, on revient à la question précédente. Et au fond, tout ça, je crois que ça se traduit par
progressivement une évolution vers une économie qui était très orientée dans la gestion des flux. On achète les matières premières pratiquement au fil de l'eau, si j'ose dire. On achète les composants au fil de l'eau. On construit des bâtiments quand on en a besoin. On achète des machines outils quand on en a besoin. On a même des ressources humaines quand on en a besoin. Finalement, progressivement et un peu contraint par les événements, on arrive à un mélange entre une industrie de flux, une industrie de stock, dans laquelle il va bien falloir d'une manière ou d'une autre qu'on constitue des stocks de matières premières, de produits semi-finis, de composants électroniques, de locaux, de machines, et peut-être aussi avoir un recours à des viviers de ressources humaines dans des conditions qu'on n'avait pas imaginées jusqu'à présent. On avait imaginé un schéma de réserve opérationnelle citoyenne, par exemple, qui permettait de solliciter des ressources humaines en fonction des besoins, mais avec un vivier qui était formé, qui était disponible en cas de crise majeure. Alors, monsieur le sénateur, vous évoquiez déjà en 2015, il me semble, la problématique du stock de munitions. Est-ce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité que vous suivez? Et avec la guerre en Ukraine, est-ce qu'il y a déjà un premier bilan qu'on peut tirer à l'heure actuelle? Écoutez, le bilan, je crois qu'il est tout tiré. Je crois que chacun, depuis le début de la guerre en Ukraine, a eu l'occasion de lire ou d'exprimer un certain nombre de points de vue sur cette question. Moi, j'ai commencé à poser cette question en 2015, lorsque Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense, et je me souviens d'une audition au Sénat. Tout ça est public, puisque c'est dans les comptes rendus, et j'avais posé la question de savoir comment on escomptait, en tout cas, refaire nos stocks, et on me disait à l'époque déjà, parce que ça m'a été redit en 2021, que de toute façon, nous n'irions plus aujourd'hui dans aucune coopération sans avoir des alliés, et que par définition, nos alliés avaient des munitions. Donc évidemment, vous imaginez bien que cette réponse ne peut en aucune manière satisfaire qui que ce soit. Je crois qu'évidemment, il est nécessaire de travailler sur cette question et de refonder les stocks. Ça doit faire partie évidemment de la prochaine loi de programmation militaire. Ça doit être évidemment une priorité. Un certain nombre de chiffres sont annoncés. Certains disaient qu'on ferait la guerre des Malouines pendant 8 jours, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas... Évidemment, on a tous conscience que notre modèle d'armée fait qu'on est obligé aujourd'hui, si tel devait être le cas, d'avoir des alliés et de travailler en coordination avec eux. Mais je prends l'exemple du Rafale, qui est armé avec des météores, Monsieur le Président. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays aujourd'hui qui pourraient nous passer des météores si toutefois on en avait besoin. On va pas parler de stock ici, mais donc c'est une vraie question, et je ne sais pas, Monsieur le Président pourrait nous dire combien de temps il faut pour fabriquer un météore, mais la durée est assez longue. Donc, vous savez, j'ai pas vécu la guerre de 39-45, mais j'ai souvenir d'avoir lu quelques éléments sur des projections qu'avait fait le général de Gaulle sur les chars, par exemple, ou un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on a l'impression de revivre un peu ces choses-là avec 70 ans de retard ou 80 ans de retard, et on va dire qu'on n'est quand même pas tout à fait prêt. Donc je crois que la question des munitions est absolument cruciale. On doit pouvoir considérer qu'on doit être autonome sur cette question, et je crois que c'est important. Et j'ai fait une découverte récente. Je suis allé dans une toute petite entreprise dans mon département que je ne connaissais pas, qui s'appelle TPM Plus Beau, qui est la dernière entreprise française qui fabrique des munitions, qui vient d'obtenir un gros marché d'ailleurs avec les commandos les commandos marines. Mais il y a encore quelques petites pépites, il faut savoir les entretenir et surtout les faire grandir. Et je crois que la mission aujourd'hui du ministère des Armées, de la DGA notamment, eh bien, c'est d'aider ces entreprises à grandir et à peut-être qu'on ne sera pas concurrentiel avec des entreprises des Pays-Bas, des pays, d'Estonie ou de Lettonie, qui ont des coûts horaires et beaucoup moins importants que les nôtres et qui sont capables peut-être de fournir davantage de choses. Mais il faut qu'on soit en capacité aujourd'hui d'avoir une certaine autonomie sur la question. Et puis, permettez-moi quand même si je suis pas entrepreneur, mais j'entends beaucoup parler de cette problématique évidemment d'approvisionnement en matières premières, qui est aussi une des conditions de la souveraineté. Et je pense qu'il faut absolument, et ça c'est une urgence, travailler sur un stock stratégique, ça me paraît absolument fondamental, mais ne pas travailler sur un stock stratégique comme on l'a fait pendant la période du Covid, où on voulait avoir des masques. On a vu ce qui s'est passé depuis. Donc je crois que si on veut travailler sur un stock stratégique, il ne faut pas attendre que la fin de la guerre en Ukraine nous permette à nouveau d'avoir du matériel, puis de se dire c'est bon, maintenant on a du métal, donc il n'y a plus besoin d'avoir un stock stratégique. Non, je crois que gouverner c'est prévoir, il faut prévoir la suite, et donc il faudra qu'on travaille sur cette question efficacement. Monsieur Béranger, vous voulez peut-être réagir sur la question des... Ah oui, j'aurais beaucoup de réactions. La première, je pense que monsieur le sénateur pose une question fondamentale qui est en fait celle des cadences et comment finalement on produit. Je vais revenir là-dessus, mais juste avant ça, je voudrais juste faire un petit rappel, c'est que il est, en tout cas en France, dans nos démocraties, il est
interdit de produire des armes. Et il est interdit de vendre des armes. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on produit une arme, c'est parce qu'on a un contrat avec une dérogation. Et donc par exemple, une entreprise comme MBDA ne peut pas prendre l'initiative, par exemple, de construire des stocks d'armement. Ça ne peut que résulter d'un contrat avec la puissance publique. Et donc, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que tout ce sujet de stock, pas stock, profondeur, etc., sont des sujets qui doivent se traiter de façon très très étroite avec la puissance publique, en l'occurrence pour ce qui nous concerne, la DGA et les armées. Après, monsieur le sénateur pose la question finalement de la production, et je pense qu'il y a donc la décision de stock, pas stock, etc., c'est une décision politique. Après, il y a deux paramètres importants à avoir en tête en termes de cadence. Il y a ce que j'appellerais la cadence de court terme, la cadence temporaire, et puis la cadence permanente. La cadence temporaire, par exemple, vous pouvez imaginer de faire des stocks d'éléments constitutifs d'armement, et puis avec ces stocks, vous êtes capable, pendant un laps de temps limité, de produire plus et finalement d'accélérer une production. Mais ça a une limite. La limite, c'est les stocks d'éléments constitutifs que vous avez constitués. Et puis, il y a la possibilité également de travailler sur la cadence que j'appellerais permanente, mais là, ça suppose tout un travail sur tout l'écosystème, sur toute la chaîne de fournisseurs, puisque c'est du producteur de matières premières jusqu'à l'intégrateur tout au sommet de la chaîne, que chacun doit être capable de produire plus et plus vite. Et là aussi, c'est quelque chose qui s'organise, comme le dit monsieur le sénateur, c'est quelque chose qui peut éventuellement prendre du temps à organiser. Ça s'organise, ça se réfléchit, et ça se travaille également de façon très très étroite avec la puissance publique. Et pour ça, il faut des gens. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Nicolas Chamussy, parce qu'on parle beaucoup de crise de matières premières, de manque de matières premières. Mais n'oublions pas la première des matières. Et la première des matières, c'est la matière grise, c'est la compétence. Et nos industries souveraines ont besoin de compétences. Et j'ai dit tout à l'heure de compétences sur le temps long. Je vais juste prendre un exemple de souveraineté qui n'est pas lié aux matières premières. Je dérive un peu, je reviens sur le premier sujet, qui est la réparation qu'on a fait sur le sous-marin La Perle, qui a eu un incendie extrêmement grave en juin 2020. Et c'est un sous-marin qui avait été conçu, réalisé dans les années 80-90, donc il y a plus de 30 ans. Et qui est maintenant à Toulon, dans sa phase finale de reconstruction, et finalement, c'est un exemple absolument incroyable de souveraineté, capacité de réparer un sous-marin nucléaire et finalement de le remettre dans le cycle opérationnel, et je vais dire au moment où la marine en a besoin. Évidemment, la marine étant engagée potentiellement, enfin en tout cas engagée dans la situation internationale actuelle. Et ça, on a été capable de le faire parce que nous avons réussi à entretenir cette première des matières sur des dizaines d'années. Et si on se projette et finalement apporter une souveraineté, apporter une résilience face aux crises, quoi qu'il se passe, c'est bien aussi la capacité d'attirer dans nos usines, d'attirer dans nos entreprises des compétences qui seront capables de faire ce qu'a dit Éric Béranger, c'est-à-dire de produire plus, de produire moins en fonction des stocks, en fonction des besoins, en fonction des capacités, mais pour ça, il faut des gens. Et aujourd'hui, l'industrie de défense souffre de deux handicaps, il faut le savoir. Hein. Le premier, c'est d'être industrie, et le deuxième, c'est d'être défense. Je pense qu'on y reviendra après dans les sujets de taxonomie d'environnement. Là, je fais peut-être un relais sur la suite de notre débat. Mais la souveraineté passe aussi par la capacité à attirer dans nos industries des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs en reconversion professionnelle, et qui seront capables d'apporter cette première des matières à ce qu'est une industrie de défense, et cette première des matières, la compétence, à ce qu'est la souveraineté de notre nation. Alors justement, l'un des autres... Si je peux juste ajouter, puisque M. le sénateur a parlé d'une petite pépite française,
Il y en a une deuxième pépite qui s'appelle Nexter, qui est aussi munitionnaire, qui fait des calibres un tout petit peu plus... Mais c'est pas tout à fait les mêmes munitions. Je pense que vous parlez des petits calibres. Et à nouveau, je 100% d'accord avec ce qui a été dit. On ne s'improvise pas pyrotechnicien capable de charger un obus de 155 avec des kilos et des kilos d'explosifs. C'est pas des compétences qu'on trouve à la sortie des écoles. Donc soit on les a, soit on les a pas, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, l'idée de dire on peut mutualiser au plan européen parmi les nations, certes, effectivement, je ne sais pas si tout le monde utilise les mêmes missiles que les nôtres. Juste un petit point sur le flanc est européen, qui malheureusement nous occupe beaucoup en ce moment. Il y a quand même des questions de standardisation. On n'utilise pas tout à fait les mêmes types de matériel, les mêmes types de munitions dans tous ces différents pays. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, quels que soient les calibres, quelles que soient les armes dont on s'équipera, de s'assurer qu'on utilise bien des calibres qui sont interopérables. Sinon, aller fournir des munitions depuis la France à des pays qui utilisent des matériels ex-soviétiques, c'est beaucoup plus compliqué que de les fournir dans des calibres OTAN. Alors, un des autres sujets d'actualité, justement, c'est la taxonomie. Donc là, ça sera, en tant que dirigeant de société de défense, vous allez être concernés tous les trois par cette question. Est-ce qu'elle peut freiner la souveraineté de l'industrie de défense ? Bon. Alors, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup, effectivement. Non, je pense que sur la taxonomie, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé ces derniers temps de l'impact sur l'accès à des sources de financement. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Peut-être pour résumer un petit peu le sujet, en fait, ce qui se passe, c'est que sous l'effet d'influenceurs qui peuvent être des ONG, qui peuvent être des organismes auprès de la Commission européenne, on voit à la fois des régulations, on a vu des réglementations fleurir, mais également des prescriptions fleurir qui aboutissaient à mettre l'industrie de défense à l'index et de dire finalement la défense, l'industrie de défense, c'est pas bien. On a vu par exemple des projets de réglementation qui visaient à éliminer toute industrie faisant plus de 5% de son chiffre d'affaires des portefeuilles, en tout cas de labels dits durables. L'impact de tout ça, il ne faut pas se tromper, il est du côté financier, mais pas seulement en termes de financement proprement dit, mais même simplement en termes d'accès à des outils bancaires ou financiers. On a vu des entreprises se voir refuser des prêts, voire même se faire refuser d'ouvrir des comptes bancaires. Ça va aussi loin que ça. Et comme vous le savez, dans toute activité économique, dans toute industrie, l'argent, c'est un petit peu le sang qui irrigue les vaisseaux de cet écosystème. Et donc, si vous bloquez l'accès aux outils qui permettent d'utiliser les financements, vous bloquez tout. Mais il y a un deuxième danger qui, moi, me paraît, qui m'inquiète presque encore plus et sur lequel il faut vraiment avoir les yeux ouverts, et c'est le sujet qu'abordait Pierre-Éric, c'est le sujet des ressources humaines. Parce que si on explique à tous nos jeunes, et en particulier aux jeunes ingénieurs dont cette industrie a besoin en termes de compétences, que finalement la défense c'est vraiment pas bien, il faut vraiment pas aller travailler dans ce domaine, eh bien il nous manquera effectivement la première ressource nécessaire dont parlait Pierre-Éric. Et donc je pense qu'il faut vraiment être conscient de tout ça, et en plus c'est quand on prend un petit peu de perspective, c'est vraiment nous tirer dans le pied, puisque sans défense, pas de sécurité. Si vous n'avez pas de sécurité, comment pouvez-vous même imaginer pouvoir défendre votre modèle de société ?
et même défendre les idées qui sont véhiculées par les concepts de l'ESG. Donc il n'y a pas plus durable à la base et il n'y a pas plus fondamental pour obtenir la durabilité que d'avoir de la souveraineté. Donc je pense qu'il faut vraiment être conscient de tout ça et surtout bien prendre conscience que sans défense, il n'y a pas de durabilité. Et donc, c'est l'un des axes fondamentaux qu'il nous faut absolument préserver. Monsieur Perrin, Monsieur Cambon disait ce matin sur la taxonomie justement que c'était un terme barbare. Est-ce que... Mis en œuvre par des barbares. Non, moi je pense que nous vivons dans une société du dogme, dans une société où les minorités agissantes et bruyantes veulent faire la règle, et qu'il est urgent d'avoir des élus qui aient un peu de caractère, pour être poli, et qui prennent enfin les choses en main et considèrent que c'est une catastrophe pour nos entreprises. On a là 3 grands chefs d'entreprise, de très grandes entreprises de la défense. Mais n'oublions pas les milliers de petites PME, de petites ETI, qui aujourd'hui sont en grande difficulté du fait d'une espèce de communication outrancière d'un certain nombre de petites ONG qui vont faire culpabiliser un certain nombre de membres de conseil d'administration de banques parce qu'ils financeraient la défense. C'est scandaleux. Je souscris entièrement à ce qu'a dit Éric à l'instant. Je pense que le modèle de vie dans lequel nous voulons aller, on est en pleine discussion partout sur la problématique du changement climatique. Si demain nous ne sommes pas capables de sauvegarder nos modèles de vie, comment arriverons-nous à changer les choses ? Je veux dire, c'est pas en Ukraine ou en Russie en ce moment que le changement climatique est le plus défendu. Donc il y a une vraie question par rapport à ça, et donc je pense qu'il faut du courage, il faut le faire, et il va falloir pouvoir le dire. Moi je vais vous donner un exemple très concret parce que je l'ai vécu il y a quelques semaines. J'ai un chef d'entreprise dans mon département qui m'appelle, il me dit écoute, passe me voir, une petite start-up qui travaille sur l'hydrogène et dans la défense, qui me dit passe me voir, il faut que je te montre quelque chose. En fait il m'a montré un formulaire que lui fait remplir BPI France. BPI France, je ne vous parle pas de la Brents ou de je ne sais quelle banque internationale, BPI France, qui lui dit voilà, monsieur, si vous voulez pouvoir, en tout cas, vous avoir droit à nos services, il faut que vous remplissiez tel document et que vous attestiez sur l'honneur que les financements que nous allons vous apporter n'interféreront pas avec, ne permettront pas de faire la fabrication d'armes, de munitions, etc. Au même titre que la prostitution, que le travail des enfants ou que je ne sais quelle autre démarche évidemment répréhensible, on retrouve la défense. Et ça, c'est BPI France qui le fait. Donc à un moment donné, il faut aussi balayer devant sa porte. On peut aussi condamner toutes les banques internationales en disant que c'est scandaleux, mais si même nous, BPI France, nous prenons de telles décisions, c'est juste inadmissible. Donc j'ai fait un courrier à un ministre, bon, plus là, ce sera le nouveau ministre, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on prenne enfin des décisions, mais qu'on ait enfin des élus qui aient un peu de courage. Parce que je suis persuadé que sur beaucoup d'autres sujets, les minorités agissantes et bruyantes restent des minorités. Vous savez, j'ai été le premier à travailler sur le sujet de l'armement des drones. Tout le monde me disait, oh là là, tu vas te prendre des scuds, ça va être catastrophique, les ONG, les trucs. Vous avez entendu parler, vous ? Personne. Donc il faut à un moment donné que les politiques prennent leurs responsabilités sur la taxonomie. Il est urgent de le faire au niveau européen. Monsieur Chamussi, je vous entends acquiescer. Oui, enfin, je voulais juste ajouter un petit point. Cette terrible guerre en Ukraine a peut-être donné l'impression qu'il y avait une accalmie sur ce front parce que la prise de conscience collective de ce qu'effectivement rappelait Éric, de l'importance de la défense et de l'industrie de défense pour la préservation de notre modèle sociétal. Faisons attention à ce que un jour ou l'autre, et on le souhaite le plus rapidement possible, cette crise, cette guerre sera un triste souvenir derrière nous, que finalement les vieux démons ne reviennent pas. Je pense qu'il importe que la représentation nationale actuelle ou future fasse très attention à ce sujet, s'en saisisse comme le sénateur l'a dit, parce qu'il peut y avoir des retours de flamme assez rapidement au bénéfice d'une espèce d'accalmie temporaire liée à la guerre en Ukraine. Juste un petit mot, mais je serai très court. Moi, je suis élu. Ici, on a des chefs d'entreprise. C'est-à-dire que notre souci en matière de souveraineté, et je ne cesse de le dire à la DGA, c'est aussi que la souveraineté, c'est des emplois. Et on peut toujours balayer d'un revers de la main le fait qu'il y a une discussion à avoir, on l'aura pas ici, on n'aura pas le temps, entre l'autonomie stratégique, la souveraineté, mais ce qui nous intéresse aussi dans la question de la souveraineté, c'est que, évidemment, on fabrique du matériel en France, mais c'est non délocalisable, ça permet de créer des emplois et de les conserver dans notre pays. Et je pense que ça, c'est un sujet que certains devraient avoir à l'esprit,
Parce que je pense, je le dis ouvertement, chacun le sait, je le répète sans arrêt, qu'un certain nombre d'acheteurs dans certains endroits, ça ne change pas leur fin de mois qu'ils achètent français, espagnol, italien, israélien ou chinois. Donc il faut avoir conscience que la souveraineté, c'est aussi 2 emplois dans nos territoires, que les élus y sont évidemment très attachés. Et peut-être juste un point, pardon Pierre-Éric, peut-être juste un point sur ce que disait Nicolas. Les groupes de travail à la Commission européenne qui travaillent sur la labellisation, sur la taxonomie, ils n'ont pas été dissous. Ils continuent à travailler. On en entend moins parler, mais ils continuent à travailler. Les ONG, bien entendu, elles n'ont pas été dissoutes. Donc voilà, c'était juste pour renforcer le point de Nicolas. Alors maintenant, oui, vous voulez peut-être rajouter quelque chose, après on attaque la dernière partie. Qu'on attaque la dernière partie. Non, juste dire, là on parle beaucoup de France, mais bien évidemment le sujet européen nous concerne. D'ailleurs, taxonomie provient, comme l'a dit Eric, de réglementations plutôt bruxelloises ou européennes. Alors, ce qui se passe en ce moment, va-t-il changer le cours des choses, et en particulier la façon qu'ont certains pays européens de penser l'avenir des industries de défense? Peut-être que cette fameuse défense de l'Europe se fera avec l'Europe de la défense. Bon, faut pas oublier qu'elle a aussi renforcé le rôle de l'OTAN. Alors, quand on parle de souveraineté, on pourrait aussi là, largement, mais on n'a plus assez de temps, argumenter sur Europe de la défense versus OTAN. Mais voilà, la France toute seule ne pourra pas. Donc que nous ayons ce message et que nous le renforcions, mais que nous allions aussi, avec nos partenaires européens, créer un sentiment collectif, comme quoi cette Europe durable, ce modèle européen que nous clamons tous et auquel nous croyons, soit vraiment porté par cette industrie de défense en Europe, et que ensemble nous construisions des réglementations finalement opposables, enfin qui nous amènent vers l'avant. Voilà, il faut attention à ne pas avoir un message trop français. C'est sûr que c'est qu'avec l'association d'un certain nombre de pays européens, la majorité d'entre eux, qu'on sera capable de construire finalement des taxonomies ou des orientations d'investissement durables. Et vous avez compris ce que durabilité veut dire pour une industrie de défense. Alors justement, sur ces questions européennes et de coopération, peut-être des questions un peu plus spécifiques, par exemple sur le programme MGCS, tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il sécurise les savoir-faire et les compétences de l'industrie française? Il a clairement pour objectif de sécuriser les compétences en France et en Allemagne, et parmi tous les pays qui voudront, pourront, souhaiteront un jour participer à ce programme. Moi, je pense qu'en termes de souveraineté, sauf en avoir une exception absolument autarcique ou pour des sujets extrêmement spécifiques qu'on connaît bien autour de cette table ronde, il me semble qu'il n'y a pas incompatibilité avec la coopération, dans la mesure où elle est choisie, elle est bien comprise, elle se fait de manière réciproque et en toute transparence. Il n'y a pas de sujet non coopérable, si vous me passez cette affreuse expression. L'essentiel, c'est que la répartition industrielle du travail soit faite, que ce soit de manière qualitative ou quantitative, de manière équilibrée. Et puis, en finale, et pour reprendre un thème qui nous est tous cher autour de cette table, en finale, la réalisation de programmes en coopération nationale ou internationale, elle est toujours la même. Elle dépend de la capacité à avoir un chef de file qui sait ce qu'est la gestion d'un programme en coopération, qui sait structurer sa chaîne de fournisseurs, qui sait faire assurer une chaîne de fournisseurs qui travaillent en confiance, que ce soit des fournisseurs et une supply chain de son pays ou en coopération européenne ou internationale. Et alors, chez MBDA, on est quand même pas mal sur les programmes en coopération. Comment MBDA peut s'exonérer le plus possible des contraintes ITAR et justement gérer les problématiques export sur ces programmes en coopération? Alors, MBDA, c'est le seul acteur au monde que je connaisse qui est à la fois au cœur du cœur de la souveraineté, puisque par exemple en France, c'est nous qui fournissons le vecteur de la composante nucléaire aéroportée, et en même temps qui soit
sur un modèle intégré, plurinational. Donc la coopération, c'est vraiment, je dirais, c'est notre ADN. Et MBDA s'est créé sur cette coopération européenne au sens géographique du terme, puisque au départ MBDA c'était entre le Royaume-Uni et la France, puis après sont venus se greffer l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Et c'est quelque chose que nous savons faire vivre, que nous faisons vivre tous les jours, et qui nous permet de fournir à chacun de nos pays finalement l'accès à l'ensemble des capacités en termes de munitions dites complexes qui existent aujourd'hui dans le monde au meilleur niveau mondial. Nous sommes le seul acteur occidental non américain qui est capable de fournir à ses clients, à ses pays, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'ensemble du spectre en termes de munitions complexes. Donc c'est vraiment notre ADN. Et on en a besoin. On en a besoin parce que un système de missiles, je n'ai pas vu dans ma carrière quelque chose qui condense autant de technologies complètement diverses. On va de la chimie à la physique des matériaux, à l'électronique, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Et tout ça, l'un des pays tout seul, que ce soit la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, même l'Allemagne qui est si riche, l'Italie, ne serait pas capable tout seul d'entretenir cette base technologique. Et donc ça passe par quoi ? Bien, ça passe par, bien entendu, des volontés de coopérer, ça passe par des compétences. C'est pas par hasard qu'on a commencé entre la France et le Royaume-Uni, puisque 80% des budgets de R&T dans notre domaine viennent de ces deux pays, dans l'Europe géographique. Donc le Royaume-Uni est un acteur qui a une importance dans cette coopération. Et après, une capacité effectivement à s'organiser, comme le dit Nicolas. Je rajouterais simplement que face à un maître d'œuvre qui est capable d'organiser toute une chaîne de compétences et de production, une chaîne programmatique, en général, ça aide aussi d'avoir un client compétent en face. Et Dieu soit loué, nous en avons en Europe et en particulier en France. Après, les sujets ITAR que vous abordez, ça c'est des choses qui doivent se discuter là aussi avec la puissance publique. Tout dépend des besoins exprimés. Dans toute notre gamme de produits, si je puis dire. Vous imaginez bien qu'il y a des produits, des capacités sur lesquelles il est hors de question d'avoir la moindre dépendance. Je parle de la dissuasion. Et puis il y en a d'autres où nos clients eux-mêmes en fait sont moins exigeants. Et donc c'est vraiment le résultat d'un dialogue avec eux. Et suivant les exigences, nous sommes capables de trouver les solutions aux exigences qu'ils nous demandent. Et alors, chez Naval Group, vous avez remporté plusieurs contrats export avec notamment des transferts de technologie. La question c'est, jusqu'où on peut aller sans perdre une part de souveraineté ? Alors, on peut aller très loin. On peut aller très loin et on peut aller très loin sans part de souveraineté. Mais c'est vrai que nos clients à l'international, qu'ils soient européens ou ailleurs dans le reste du monde, quand ils achètent un système de défense, souhaitent acheter, alors monsieur le sénateur, vous l'avez dit, des emplois, parce que finalement c'est une dépense publique et on souhaite qu'elle se traduise par des emplois et des emplois de compétences, et ils souhaitent acquérir aussi une part de souveraineté, mais de souveraineté, et comme je l'ai dit, sur la durée, et notamment la souveraineté ou la capacité d'entretenir un matériel, parce que si jamais on est engagé dans une zone de conflit ou dans un moment difficile de notre histoire, en général, on repose sur ses propres compétences et sa capacité à entretenir. Donc c'est ça que nos clients vont rechercher. Et c'est vrai qu'on s'en est fait en France, et chez Naval Group en particulier, une spécialité. On est capable de le faire, et on est capable de le faire en apportant finalement aux clients
le spectre de souveraineté qu'ils souhaitent avoir, parce que ça coûte de l'argent à la fin, un transfert de technologie, et tout en étant capable de garder ce qui fait la souveraineté en France et la souveraineté absolue, la capacité de design et de réalisation et de maintenance derrière, sans forcément perdre notre âme. Voilà, on est capable de le faire et on le fait très bien. Alors c'est sûr que une des manières de le faire dans la durée, je reviens sur ce temps long, c'est d'être capable d'innover en permanence. Et finalement, d'apporter à côté de ces transferts de technologie, l'innovation qui fait qu'on va être toujours, alors dans notre pays ou en Europe, en avance d'une technologie, et de capable de préparer les générations futures, et aussi d'être attractif. L'innovation, on a beaucoup parlé d'attractivité vis-à-vis des jeunes générations, va permettre d'attirer des jeunes ingénieurs, des jeunes techniciens qui vont, à travers ça, être capables de se projeter dans l'avenir. Voilà. Donc, transfert de technologie n'est pas opposé ou opposable à la souveraineté, c'est un complément, et on est capable de très bien le faire en France. D'ailleurs, comme l'a dit aussi Éric Béranger, toujours sous un couvert politique, hein. À la fin, nous n'exportons que vers les pays vers qui on a eu le droit d'exporter. Mais pour que ça marche dans le long terme et dans la durée, il faut l'associer de programmes d'innovation qui vont permettre de se projeter vers l'avenir. Et si je peux terminer là-dessus, innovation en France et innovation en Europe, je suis un fervent. Nous sommes, nous, industrie de défense, fervents défenseurs des programmes d'innovation en commun, parce que c'est finalement à travers ça qu'on sera capable, ensemble, de défendre l'Europe demain. Monsieur Perrin, vous allez avoir le mot de la fin un petit peu rapide, on est pris par le temps. Est-ce que vous pouvez déjà tirer un bilan du quinquennat, du dernier quinquennat de Florence Parly en matière de souveraineté? Est-ce que, à votre avis, la France a gagné ou perdu en souveraineté? Alors, écoutez, rapidement, parce que je vois que le temps est à 0,0. Il faudrait un peu plus de temps. Non, je crois que moi, ce qui me perturbe depuis un certain temps, c'est que l'ensemble des pays européens ont baissé leur budget, des pays dans le monde entier ont baissé leur budget de la défense jusqu'en 2015. Les attentats sont arrivés, les budgets sont remontés. C'est une excellente chose, c'était nécessaire. Donc, les matériels nouveaux commencent à arriver. Enfin, je parle sous le contrôle de mes voisins, mais les armées commencent à obtenir le matériel qui était escompté. Mais il est bien évident que cette loi de programmation militaire de 2018 nécessite un gap, un palier très très important à partir de cette année. Donc on va voir cette année si ce palier est franchi, parce je rappelle qu'il est à 3 milliards, qu'il est nécessaire pour notamment la problématique de la dissuasion. Donc les choses arrivent, il y aurait beaucoup à dire, je ne veux pas développer la question ici de toute la problématique du financement des OPEX, qui sont plus financés en interministériel, etc. Je crois qu'on ne va pas discuter de tout ça ici, mais il y a un certain nombre de matériels qui arrivent, donc c'est une évidence, il faut le constater. Moi, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est qu'on a la chance quand même de vivre dans un pays où on a une filière industrielle de la défense, une BITD qui est extrêmement riche, avec des entreprises extrêmement diverses et surtout très compétentes, des savoir-faire très importants. Et je crois qu'il est important que chacun en ait conscience et que notamment la DGA, je défends souvent les petites entreprises, les PME, les ETI, que la DGA ait conscience de l'importance qu'il y a à développer un certain nombre de filières, même si elles ne sont pas forcément hyper stratégiques, que la souveraineté, c'est des emplois, que je rappelle quand même que dans la balance commerciale, la défense, ça pèse quand même quasiment, si on fait les plus et les moins, 13 milliards, on est à 8 milliards d'excédents. Quand on connaît l'état de la balance commerciale française, on peut se dire quand même que la défense est quand même quasiment contributrice pour 8%, enfin pour 8 milliards d'euros, et je crois qu'on a besoin de travailler, de continuer à avoir des entreprises qui soient efficaces, et je pense que la réindustrialisation de ce pays, elle passe évidemment, et Pierrick Pomelet l'a dit, par l'innovation et par notre capacité à être réactif et à être disruptif, mais surtout agile. Et aujourd'hui, je pense qu'un des défis qu'on a, c'est de rendre la DGA plus agile. Et là, il y a du travail. L'AID est sans doute un des éléments qui a été créé pour ça. Elle est aujourd'hui beaucoup trop dépendante hiérarchiquement, financièrement de la DGA. Donc je crois qu'il y a du travail à faire, et je pense qu'on peut y arriver, mais il faut donner un peu de souplesse à tout ça, et il y a beaucoup de travail. Eh bien, c'est sur ce mot de la fin que nous allons clôturer cette table ronde. Merci beaucoup pour votre participation et bonne fin de journée.